Bonjour, je suis Nelly, je suis bénévole à Enercoop Midi-Pyrénées et aujourd'hui je vais vous parler de la maîtrise de l'énergie. Alors pour ça je vous ai préparé un petit diaporama que je vais vous dérouler. Pour celles et ceux qui connaissent déjà les gestes de la maîtrise de l'énergie, ce diaporama est disponible sur notre site internet de Midi-Pyrénées, Enercoop Midi-Pyrénées. Et vous pouvez l'utiliser comme comme il vous plaira, en fait, pour pouvoir, en tant qu'ambassadeur, expliquer aux autres comment faire pour maîtriser l'énergie. Voilà, donc du coup, c'est vraiment une vidéo à double objectif. Pour celles et ceux qui veulent déjà en savoir plus sur les éco-gestes, comme on dit, et puis après, pour tous les ambassadeurs qui souhaiteraient animer un atelier, par exemple, dans une biocoop, voilà, faire une petite démonstration et expliquer comment on peut mieux maîtriser son énergie. Donc aujourd'hui, nous allons donc voir deux choses. Déjà, une petite introduction aux notions d'électricité et des impacts sur de la consommation en général. Ensuite, on verra les outils et les solutions pour mieux maîtriser son énergie chez soi. Alors, un petit rappel, qu'est-ce que l'énergie? Déjà, l'énergie, ça vient du grec qui signifie en travail, en action. L'énergie, elle est partout, sous plusieurs formes. Elle peut être calorique chez l'être humain, par exemple, parce qu'on a besoin de manger. Elle peut être électrique, comme la foudre, à l'état naturel. Elle peut être mécanique ou cinétique. L'énergie peut provenir de sources différentes. Déjà, les non renouvelables, comme le pétrole, puisque c'est une ressource finie, liée de la décomposition de différents éléments sur des millions d'années, de la dégradation d'animaux, de végétaux. Donc, c'est bien une ressource finie. Ou elle peut être renouvelable, comme le vent. L'énergie, elle peut être transformée de façon plus ou moins efficace. Par exemple, si je mange un aliment plus ou moins transformé, je vais soit le restituer soit en chaleur, soit en mouvement. Il y a bien derrière tout ça une notion de bon vecteur de transformation de cette énergie, de ce qu'on appelle l'énergie primaire. De toute façon, l'énergie, elle est aussi vitale que l'eau ou l'air. Il y a pour moi une notion de bien commun derrière cette énergie. Parce que tout être humain a besoin d'énergie pour vivre, manger, en l'occurrence. Voilà ce que je voulais un peu introduire comme première notion. Nous allons parler plus particulièrement de l'énergie électrique, simplement parce que Enercoop est un fournisseur d'électricité. L'électricité, donc en France, quelles sont les ressources pour produire cette électricité? Donc l'électricité est une énergie qui est déjà transformée. Et donc en France, pour vous donner un premier tableau, voilà, il faut savoir qu'il y a plus de 70%
qui est nucléaire, donc ça c'est les chiffres de 2018. Il y a encore 7% d'énergie fossile, avec notamment les usines à gaz. Ensuite, on atteint à peu près 20% d'énergie renouvelable à l'heure actuelle. Si on fait un détail des énergies renouvelables, on s'aperçoit que l'hydraulique, avec notamment les gros barrages d'EDF dans les Pyrénées, est quand même de 11,5%. C'est la première des énergies renouvelables encore actuellement, même si l'éolien monte petit à petit, et le photovoltaïque qui est un peu plus long à monter, tout simplement parce que il faut beaucoup de petites unités pour arriver à produire. L'éolien permet en fait de produire un peu plus. Alors, si en France, nous avons ce tableau-là, d'après vous, dans le monde, le nucléaire représente combien? Plus de 30% ou moins de 30%? Je vous laisse 2-3 secondes pour y réfléchir. Et en fait, la réponse est 10%, à peu près 11%. Effectivement, en France, on est ultra nucléarisé. Et je vous rappelle que le nucléaire fonctionne grâce à l'uranium et que l'uranium est une ressource limitée. C'est pour ça que ce n'est pas une énergie renouvelable. Alors, l'impact de nos consommations. Je vais aller assez vite parce que je pense qu'en étant énercopain, vous êtes assez sensibilisés. Effectivement, c'est un impact sur le réchauffement climatique, évidemment, avec l'épuisement des ressources naturelles, comme l'uranium, comme le pétrole, l'effet de serre, et notre grosse problématique, c'est que d'année en année, nous avons une consommation exponentielle. Là, vous voyez la courbe en haut, en fait, c'est la prévision de nos consommations. Alors, jusqu'en 2010, c'est la réalité. Et donc, le GIEC a donc évalué, en fait, nos futures consommations, vu comment on consomme de plus en plus, on est de plus en plus nombreux, dans le monde, on a un cadre de vie tous un peu meilleurs. Et donc, vous avez les petites couleurs qui déterminent déjà le pétrole, donc notre consommation jusqu'en 2010, notre consommation, et les ressources disponibles après. Donc, on voit que la courbe s'effondre, ainsi que pour le nucléaire, le charbon et le gaz. Et donc, d'ici 2050, on va voir une grosse problématique, c'est qu'il n'y aura plus assez de ressources naturelles pour pouvoir pallier la consommation. Du coup, il ne faut pas se mentir, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Alors, il existe des démarches. On va essayer de prendre le taureau par les cornes. Déjà, la démarche de Négawatt. Donc, Négawatt, c'est une association de scientifiques qui ont établi en fait un scénario. Dans ce scénario, en fait, il explique qu'on peut sortir du nucléaire notamment, mais qu'on peut arriver à être 100% énergie renouvelable d'ici 50 ans. Donc la démarche de l'association Négawatt est une suite logique en fait de constats énergétiques et environnementaux actuels. Avant tout, il faut réduire
nos consommations d'énergie, donc la sobriété, comme arrêter les enseignes publicitaires lumineuses, par exemple, qui ne servent pas à grand-chose la nuit, notamment. Être plus efficace, notamment isoler les bâtiments, ou avoir du matériel un peu plus performant, qui consomme moins. Et ensuite, on peut développer la production d'énergie renouvelable, notamment comme on fait à Enercoop Midi-Pyrénées, en construisant nos petits parcs solaires. Voilà, c'est bien, on est bien d'accord que c'est une fois que nos consommations d'énergie sont diminuées, qu'il faut ensuite bien développer massivement les énergies renouvelables pour couvrir efficacement nos besoins et nos besoins seulement. Alors, pour Enercoop, à Midi-Pyrénées, on a donc un petit groupe de travail sur la maîtrise de l'énergie qui a donné cette petite vidéo, cette petite présentation, et on fait de temps en temps donc, des ateliers auprès de ceci, cela, de la Chouette Coop, de Biocoop, dans des petits magasins pour essayer de porter les bons gestes. Ensuite, on a le Dr Watt. Qu'est-ce que c'est que le Dr Watt? C'est un programme, en fait, déjà c'est une plateforme numérique sur le web associée à une formation physique. Donc c'est une formation sur en tout un programme de 6 semaines, donc assez lourd. Mais par contre, on va pouvoir chacun va pouvoir déterminer exactement où sont ses consommations, parce que quand on reçoit sa facture d'électricité, personne n'est capable de savoir combien a consommé la machine à laver, si est-ce que quand je mets le mode économique sur la machine à laver, est-ce que ça a vraiment une conséquence. Bref, comme l'électricité ne se voit pas, c'est un peu compliqué de pouvoir déterminer dans sa facture d'électricité qu'est-ce qui consomme quoi. Et notamment, donc le Dr Watt, on va aller mesurer chaque appareil et pouvoir reconstituer entièrement sa facture d'électricité. Sinon, en fait, on a une version plus allégée, c'est-à-dire à Enercoop Midi-Pyrénées, on peut prêter des consowatts ou vendre des consowatts. Je vous expliquerai dans la vidéo comment s'en servir. Voilà, ou au moins on peut aller chasser un petit peu les watts perdus. Je rentrerai plus en détail un peu plus tard sur l'utilisation de ce consomètre, consowatt-consomètre. Il y a aussi en fait les espaces info-énergie. Donc il faut savoir que les espaces info-énergie, c'est des associations financées par l'État, donc qui sont complètement neutres et qui sont là à la disposition de tout citoyen. Donc tout citoyen peut gratuitement aller les consulter pour avoir un avis impartial. Et donc, vous pouvez aller sur le site internet de Espace Info Énergie, regarder quel est votre espace Info Énergie le plus proche de chez vous, les contacter pour toute question sur les économies d'énergie. Voilà, et ils sauront vous conseiller au plus juste. Et même, ils ont une liste d'entreprises aussi agréées par l'État. Alors, mesurer. Quel est l'intérêt de mesurer? Alors déjà, on peut mesurer l'électricité parce qu'effectivement, donc, ça ne se voit pas. L'électricité, c'est incolore, inodore. Ça ne fait pas de bruit, ou très peu. Quelqu'un peut donner des exemples parfois. Donc, pourquoi on mesurait la consommation? Parce qu'en fait, on ne gère bien que ce que l'on connaît. Les décisions que nous prenons de réduire les consommations d'énergie seront possibles que par le biais de la bonne connaissance de votre situation.
déjà avoir un bilan de votre énergétique, de votre situation. Qu'est-ce que vous consommez, comment vous utilisez l'électricité. Je ne sais pas si vous êtes en capacité, là, comme ça, de me dire à combien de kilowattheures d'électricité votre logement consomme par an, par exemple. Combien de mètres cubes d'eau vous utilisez, ou de gaz, et combien de litres par an vous utilisez de fioul. Enfin, bon, voilà. Qu'est-ce que consomme vraiment votre maison? Donc, ça permet surtout d'identifier les dérives des consommations en cas de dysfonctionnement. Par exemple, si vous ne patchez dans sa consommation d'eau, vous pouvez très bien avoir une fuite d'eau un jour et ne pas vous en apercevoir. Ça permet donc du coup d'identifier les causes possibles et d'appliquer des actions correctives. Ensuite, ça va vous permettre en fait de trouver les solutions, mettre en place les solutions pour essayer de corriger un peu ces dérives. Et ça va vous permettre surtout de réduire votre facture énergétique. Alors comment on mesure l'énergie, la différence entre kilowatts, kilowattheure, tout ça, il y a souvent plein de notions. Donc la puissance se mesure en kilowatts ou en watts. 1000 watts, c'est 1 kilowatt. Souvent, vous regardez votre aspirateur, vous allez voir une puissance de 3000 watts, 2500, enfin, les différents aspirateurs, mais c'est une échelle, donc souvent c'est marqué en gros sur l'aspirateur, donc ça c'est facile à voir. Vous avez aussi souvent écrit en gros sur les fours micro-ondes. L'énergie qu'on veut mesurer, c'est l'énergie qui vous est facturée. Et ça, ce sont des kilowattheures. C'est la puissance multipliée par les heures. Puissance par heure. Donc, il y a une notion de puissance et de temps. Un peu comme, si vous voulez, quand vous prenez de l'eau, vous avez un débit. Si vous le laissez couler pendant 1 heure, vous allez avoir une baignoire. Si vous le laissez couler pendant 5 minutes, vous allez remplir une casserole, par exemple. Donc, sur votre facture d'électricité, c'est votre énergie consommée, la puissance multipliée par le temps. Donc, si vous avez une puissance de 100 watts multipliée par 10 heures, ça vous fait 1000 Wh. Tout ça pour essayer de faire comprendre cette notion que si vous avez un appareil qui est très consommateur et que et que vous le faites fonctionner que 10 minutes, ça va être égal à un petit appareil qui va fonctionner pendant très longtemps. Alors, comment on peut mesurer l'électricité? Alors déjà, il y a des boîtiers de suivi, que ce soit pour le gaz, l'électricité ou l'eau. Alors souvent, ce sont des petits appareils qui se mettent au niveau du compteur. Le plus connu étant le Linky. Et donc après, il y a souvent un module pour capter ces données et c'est envoyé sur un site, les données sont envoyées sur un site internet. Donc bon, il y a Linky qui existe, mais il y a aussi des boîtiers domestiques que vous pouvez acheter dans le marché en fait, qui vont vous permettre de rester que entre vous, parce que évidemment le Linky, les données partent à l'extérieur. Si vous voulez rester vous que à l'intérieur, vous pouvez très bien vous procurer ce genre de boîtier. Alors souvent, c'est sous cette forme-là, par exemple, où on voit très bien au niveau d'une journée la consommation. Voilà, alors ça dépend de vous, votre mode de fonctionner. Mais souvent, c'est plutôt le soir, une fois qu'on rentre du travail, qu'on consomme. C'est le cas dans cette courbe-là.
Voilà, c'est un exemple. Alors, avant de passer au conso Watt, je voudrais juste vous montrer au niveau de votre espace Enercop, votre espace client. Donc, je suis sur mon espace client d'Enercop. Et si vous allez à l'onglet consommation et que vous avez activé la courbe de charge de votre Linky, si vous avez un Linky, vous pouvez ici voir le détail de vos consommations. Il y a donc la remontée de vos informations Linky qui sont ramenées si vous donnez votre accord. Donc, il y a un tuto disponible pour pouvoir faire cette manipulation. Ça va vous permettre d'avoir vos données collectées sur votre espace client d'Enercop. Et donc, par exemple, ici, vous avez ma consommation. Alors, plusieurs possibilités par heure. Donc, là, on va pouvoir analyser en fait les consommations à l'heure. On voit très bien les pics, tout ça, là, c'est mon chauffe-eau qui se met en route. Voilà. Donc, là, si vous êtes, par exemple, si vous avez un projet d'autoconsommation individuelle, c'est parfait pour essayer d'analyser vos consommations pour qu'elles soient le plus au fil du soleil, par exemple. On a un pas à la journée. Alors, là, ça ne va pas être très intéressant en ce moment puisque je ne suis pas chez moi pendant le confinement. Je suis confinée ailleurs. Je suis auto-confinée ailleurs. Donc, voilà, au mois de mars, on voit les jours où j'utilise le petit local en question. Ensuite, au mois, là, ça va vraiment vous permettre de vous challenger. Par exemple, si vous commencez ce mois-ci à faire vos éco-gestes, le mois prochain, voir combien vous avez économisé, enfin pas dépensé en électricité. Voilà, et puis vous faire des challenges sur l'année en essayant de diminuer d'année en année vos consommations. Voilà, je vais revenir sur le diaporama. Comment mesurer manuellement? Donc, il faut comprendre que je n'ai pas envie d'activer les données Linky. Donc, vous avez toujours la possibilité de faire une formation Dr. Watt. Voilà, il faut savoir que c'est quand même une formation qui est un peu lourde parce que ça demande 2 heures de formation. Après, il y a toute une campagne à faire. Il faut rentrer toutes les données dans le logiciel qui après calcule pour vous quand même de façon automatique. Mais voilà, après, il peut y avoir en fait une façon un peu plus légère d'essayer de maîtriser son énergie, notamment en allant juste mesurer quelques appareils qui poseraient problème, donc vous avez des doutes ou voilà, donc pour ça on a des conso watts. Donc l'idée en fait c'est de référencer tous vos appareils, de mesurer la puissance et d'évaluer en fait combien d'heures vous l'utilisez. Donc là, je ne peux pas vous faire la démonstration en live, mais j'ai trouvé une petite vidéo. Voilà, ici, nous avons par exemple une personne qui va mesurer l'aspirateur qui est juste branché. Je vais éteindre le son. Voilà, donc du coup, il suffit entre la prise et l'appareil de mettre ce petit conso watt. Donc là, automatiquement, ce qui est affiché, normalement c'est 220 volts, mais le réseau est passé
On est à 243 volts. Donc là, il change en fait de fonction. Donc souvent, il y a un petit bouton fonction. Donc là, il s'est mis en watts. Donc ce qui nous intéresse. Et donc, on va savoir combien, juste branché, cet appareil consomme. Et là, on est passé, on a eu 1,5 ou 5,5. Donc, cet aspirateur, typiquement, qui ne fonctionne pas, est juste branchée et elle consomme 0,5 watts. Ça veut dire, par exemple, que beaucoup d'appareils, en fait, juste branchés consomment et 0,5 watts multiplié par 24 heures, ça fait quand même du 12 watts par jour. 12 watts-heures qui sont consommés tous les jours. Au bout de l'année, ça fait une certaine somme. Et pour vous donner une idée de l'histoire, et que voilà, ça c'est des résultats suite au Dr Watt. Et sur plusieurs sessions hein, d'énercopin, donc du coup des gens plutôt sensibilisés. On s'est aperçu qu'il y avait en moyenne utilisé réellement que 60% de l'énergie. Il y a en fait 11% sont consommés par des appareils. Donc ça, c'est une moyenne hein, qui a été constatée sur plusieurs sessions Dr Watt avec donc un panel de personnes plutôt sensibles comme des sociétaires d'Enercop. Il y avait 11% qui partent en fumée et en l'air avec juste des appareils branchés. 13% avec des appareils qui sont en veille. Donc il y a une différence si vous branchez votre télé et que vous même pas allumé, par exemple, quand vous le mettez en veille et quand vous l'utilisez. Il y a souvent 3 niveaux de consommation. Et il y a aussi 17% d'appareils qui sont allumés mais qui ne sont pas utiles. Typiquement, la lumière qu'on oublie dans le garage, ou la box qui est branchée alors qu'on n'utilise pas Internet, par exemple. Si on fait un zoom sur justement les justes branchés, on s'aperçoit que il y a 46% des appareils seulement qui ne consomment rien et il y a quand même donc 54% d'appareils qui consomment en étant juste branchés. Donc un appareil sur 2 consomme quand même quelque chose. Alors, le petit colibri, chaque goutte est importante. Effectivement, à son niveau, on peut se dire, bon, je vais pas débrancher pour 0,5 watts. Hein. Seulement, quand on fait l'addition de ce que chaque personne a, qui ne sert pas, environ, qu'on le multiplie par les jours, donc sur l'année, ça fait quand même une moyenne de 226 kWh par an qui sont utilisés pour rien. En fait, on s'aperçoit que c'est l'équivalent d'un réacteur Fessenheim, comme Fessenheim, voilà, d'un réacteur nucléaire. En résumé, en fait, il y a au moins un réacteur en France qui ne fonctionne que pour de l'inutile, complètement inutile, c'est-à-dire du juste branché. Donc bon, voilà, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a peut-être un effort à faire. Alors maintenant, on va passer aux solutions, hein, les gestes qui peuvent compter. Alors le plus simple, le premier, c'est l'éclairage. Pourquoi? Parce qu'en fait, les LED, parce que l'éclairage, en fait, c'est le poste où il y a le plus
Évidemment, il y a des ampoules partout dans la maison et c'est ce qui coûte le moins cher. Il y a peu d'investissement, même si les LED sont un peu plus chers que les autres ampoules. D'ailleurs, autres ampoules qui vont petit à petit complètement disparaître. Mais voilà, dans un premier temps, ça vaut quand même le coup de tordre le cou à toutes vos anciennes ampoules et de mettre des LED partout, même si du coup vous allez avoir la sensation de jeter quelque chose qui fonctionne. Voilà, il faut penser aussi qu'il y a une pleine façon d'optimiser la lumière, notamment en mettant des détecteurs de présence. Si vous avez peut-être un peu en l'air et que vous oubliez tout le temps votre lumière dans le garage, ça peut être intéressant de mettre un détecteur. Dans des lieux plus collectifs, de mettre des minuteries. Oui, Association française de l'éclairage, voilà. Qui peuvent vous donner plus d'informations, notamment, donc là on a le descriptif d'une étiquette. On voit notamment ici qu'on parle de température de chaleur et de flux lumineux qui sont en Luxmen. Donc il ne faut pas hésiter en fait à revoir le positionnement de l'éclairage, puisque c'est aussi un côté ressenti. En fait, il y a des endroits où vous allez avoir besoin de plus de lumière directe ou indirecte. Par exemple, si vous êtes dans une bibliothèque, si la lumière pour lire doit être plus directe, et il y a des endroits, des pièces où vous avez besoin d'une lumière beaucoup plus diffuse, dans un salon par exemple. Voilà, je vous avais mis un petit tableau ici pour dire aussi que la durée de vie des LED est bien supérieure aux autres ampoules. Donc même si vous avez l'impression que c'est cher, c'est un matériel beaucoup plus avec une plus grande longévité. Voilà, si vous êtes perdu dans la lecture aussi de ces étiquettes, ici par exemple, quand vous voyez 15 watts égale 60 watts, c'est qu'en fait votre lampe va consommer 15 watts, mais vous allez avoir la sensation d'avoir du 60 watts de l'ancienne génération d'ampoules. Ici, vous avez la classe énergétique en A+. Voilà, et le nombre d'heures d'utilisation, on voit bien que les nouvelles ampoules, même si ça ne fait pas une LED, ça fait une économie d'énergie. Voilà. D'autres éco-gestes simples. Donc ça, c'est déjà un conseil, limiter la multiplication des petits appareils électriques. Pas la peine d'en avoir enfin, plus on en a, plus on a tendance à en avoir de branchés. Et regrouper tous vos appareils sur des multiprises comme ça avec un bouton interrupteur, ça permet tous les soirs avant d'aller se coucher d'être sûr qu'il n'y a pas de consommation de juste brancher. Moi, j'ai investi dans ces petits boîtiers-là qui permettent à distance d'éteindre les appareils juste branchés. Très, très pratique quand c'est derrière un meuble, par exemple. Après, on a des programmateurs. Donc, ça vient s'intercaler entre la prise. Moi, je l'utilise pour le chauffage dans ma salle de bain, qui ne s'allume que quelques minutes avant que je me réveille, pour avoir une montée en température. Et puis, penser à bien paramétrer ces écrans de veille, par exemple, sur l'ordinateur. Voilà, ça c'est des petits gestes simples. Alors, cherchez pas, ce qui consomme le plus chez vous, c'est votre frigo. Alors, vous n'allez peut-être pas me croire, là, comme ça, sur parole, mais
si vous utilisez un conso-watt et que vous mesurez absolument tous vos appareils électriques, vous allez vous apercevoir que même si votre frigo n'est pas très puissant, il est branché 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est la multiplication du temps qui va faire de grosses consommations. Donc le froid est le poste le plus consommateur dans une maison. Si évidemment, à part chauffage électrique, évidemment, si vous avez un chauffage électrique. Ça, c'est un autre problème quand on ne peut pas faire autrement que de se chauffer avec l'électricité. La problématique du vecteur, du bon vecteur. L'électricité n'est pas un bon vecteur pour se chauffer. Donc, quelques conseils donc, sur ce frigo. Ajuster la température, ce n'est pas la peine que votre frigo fasse de la glace. Voilà, vous avez des zones normalement de froid. En fonction donc du type d'aliment, il faut bien les classer. Et puis de toute façon, bien les classer, ça vous évite des ouvertures trop longues de portes. Si vous savez exactement ce que vous devez prendre à l'endroit où il faut le prendre, vous allez donc ouvrir la porte moins longtemps et le frigo n'aura pas besoin de se réenclencher pour pouvoir se remettre à température. Le frigo, c'est vraiment une consommation en plus alternative. En fait, il y a un régulateur qui va... Donc le moteur va se réenclencher pour conserver la température. Donc plus vous l'ouvrez souvent et plus il consomme. Il faut penser à le délivrer régulièrement pour éviter qu'il mouline dans la semoule. Et un truc tout bête qu'on ne pense pas, c'est le dépoussiérer. Dépoussiérer l'arrière, la grille arrière régulièrement et vérifier les joints pour pas qu'il y ait de perte calorique. Une chose importante aussi, c'est donc l'efficacité de votre matériel. Et c'est pour ça que donc, vous avez ici là, à droite l'étiquette de classe énergétique. Donc là, on a un frigo A++. Bon, moi, j'ai fait le Dr Watt, et évidemment, c'est le frigo qui consommait le plus. Et j'ai longtemps hésité, parce que j'avais un frigo qui consommait pas mal finalement. J'ai longtemps hésité pour le changer ou pas. Finalement, au bout d'un an, je l'ai quand même changé. Et ce que m'a coûté le frigo en moins d'un an, j'avais amorti l'achat par une consommation moindre. Donc c'est là que vraiment l'efficacité du matériel, surtout sur un matériel qui est branché 24 heures sur 24, 365 jours, est extrêmement importante. Ensuite, pour parler d'autre chose que de l'électricité, donc là c'est moins mon domaine le thermique, mais il y a quand même 5-6 gestes à connaître, 5-6 choses à connaître. Les plus efficaces, qui est déjà d'ajuster la température dans sa maison. Pas la peine de chauffer à 22 degrés et de porter un t-shirt. Vérifier le bon fonctionnement de ces équipements. Est-ce que, par exemple, le chauffage électrique, s'il est tout plein de poussière, peut mal fonctionner. Évidemment, il y a, pour ceux qui sont propriétaires, la possibilité d'isoler des murs, mettre par exemple un pull à une maison, c'est à peu près ça l'image. Évidemment le double vitrage, des portes, des fenêtres, mais aussi prévoir un sas à l'entrée, en fait mettre une double porte d'entrée. Pour l'eau chaude, vous pouvez toujours isoler vos canalisations et limiter en fait votre ballon d'eau chaude à 55 degrés. Ça suffit en fait 55 degrés pour donc ça se règle sur beaucoup de ballons, pas tous.
Mais pour beaucoup de ballons, vous pouvez régler la température. 55 degrés, ça suffit en fait pour tuer les mauvaises bactéries. Et après, isoler en fait, toutes vos canalisations pour ne pas avoir de perte thermique, surtout si votre maison est grande et qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Voilà, ne pas hésiter, alors ça moi je le fais, justement le programmateur sur le radiateur, et puis mettre des thermostats, que ça se régule tout seul. Moi ce que je fais, c'est que je mets un thermostat à 17 en journée et c'est programmé pour que le soir ça augmente à 19. Ne pas oublier de ventiler sa maison. Alors, ça peut faire de la peine quand il fait bien chaud dedans et froid dehors. Mais c'est important de renouveler l'air parce qu'en fait, une air renouvelée va plus facilement en fait, se mettre à chauffer. Voilà, sinon il existe un petit outil qu'on voit sur la photo qui s'appelle une caméra thermique. Et qu'on peut louer à Kiloutou, par exemple. L'idée, en fait, est de prendre une photo avant des gestes de travaux, par exemple, et de prendre une photo après. La photo d'avant va vous permettre, en fait, de voir toutes les zones de froid. Par exemple, là, on voit sur la photo, on voit bien en bleu ce qui est froid. Donc là, typiquement, la fenêtre et les toits. Donc là, c'est l'isolation du toit et mettre une double fenêtre, une double vitrage. Il y a quelques guides en complément de ce diaporama. Vous trouverez des guides ou d'autres associations qui font des campagnes d'éco-gestes, donc notamment la famille à énergie positive en Occitanie. En fait, l'idée, c'est vous porter volontaire avec toute votre famille pour faire des petits jeux et économiser ensemble en fait l'électricité, l'énergie, et essayer de challenger entre familles. Voilà, c'est une espèce de challenge entre familles en petits jeux. C'est pédagogique, ça permet d'amener aussi les enfants, de sensibiliser les enfants à cette problématique. Pas forcément, c'est toujours difficile de demander à un adolescent d'éteindre sa lumière de la chambre en partant. Voilà, et en complément, pour vous aider, il y a des petites brochures qui existent gratuitement, notamment dans les espaces info énergie, vous les trouverez, ou sur des foires, sur les stands. Donc l'ADEME publie en fait plein de 40 trucs et astuces donc, pour économiser l'eau, l'électricité. Voilà, c'est ce que je vous ai donné là dans cette présentation, mais plus en détail, plus poussé, il y en a plein d'autres. Il y a l'application EcoGator qui existe. C'est une application où vous pouvez en fait rentrer, quand vous voulez faire un nouvel achat de matériel, vérifier en fait ses consommations et vous allez pouvoir comparer en fait les différents matériaux, par exemple une télé, un frigo. Ça va vous donner un comparatif, pas que sur le prix, mais sur les économies d'énergie ou pas. Souvent les constructeurs oublient cette notion. Et puis sur le site internet d'Enercop, vous avez le wiki. Donc plein de petites astuces au quotidien à faire pour économiser au maximum l'énergie. Voilà, alors comme c'est une vidéo, vous ne pouvez pas me poser la question, mais vous pouvez toujours envoyer un mail à bonjour.nipi@enercop.org si vous avez des questions sur le sujet. On me les transférera. Et puis sinon, à vous de jouer, déjà avec le conso-watt, le consomètre, essayer d'aller à la chasse au watt inutile. Et puis après, dans un deuxième temps, prendre cette présentation et ne pas hésiter à en parler autour de vous, de faire des petits ateliers dans votre magasin bio préféré,
Voilà, l'idée est d'essaimer, d'informer le plus possible de gens, penser aux petits colibris et penser aux centrales nucléaires qu'on pourrait arrêter grâce à tous ces petits gestes. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis peut-être à une prochaine vidéo. Au revoir.